Bonjour à tous, il est 11 heures. On va pouvoir commencer ce 18e WebTech. Bienvenue au WebTech du Pôle. Vous êtes nombreux à chaque fois à vous connecter à ces webinaires qui concernent les technologies céramiques, qui sont présentés par les membres du Pôle européen de la céramique. Ces WebTech concernent les différents domaines d'activité stratégique du Pôle européen de la céramique, donc qui sont listés ici. Luxe et création, santé, environnement, habitat, l'énergie et le transport, et également les céramiques pour l'électronique et la photonique, et qui sont eux-mêmes abondés par deux technologies, deux domaines d'activité transverses, qui sont l'usine du futur et les traitements de surface, qui concernent le WebTech du jour. Donc, avant de commencer, de passer la parole au Citra, je voulais vous rappeler, donc, vous pouvez consulter sur notre site internet les différents WebTech et les sujets qui vont être abordés dans les jours à venir. Donc aujourd'hui, c'est le Citra avec Fanny Gouraud qui va nous parler du procédé Cold Spray. Et nous allons encore organiser quelques WebTech d'ici la fin du confinement, notamment avec le CTTC, le CTCV Portugal et Terracalis. Encore 3 WebTech à venir. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à consulter notre site internet et vous y inscrire. Une information complémentaire, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore eu, nous avons décalé les dates de notre convention d'affaires Céramique Network au 4 et 5 novembre. Elle a toujours lieu à Limoges. Ce sont des rendez-vous d'affaires sur 2 jours qui s'accompagnent de visites de sites et de conférences sur nos domaines d'activité stratégiques. Donc, si vous êtes intéressé pour participer en tant qu'exposant ou visiteur, n'hésitez pas à revenir vers un membre du pôle. On répondra sans souci à vos questions. Donc, avant de passer la parole à l'intervenante, quelques consignes pour le déroulé de ce WebTech. Donc, merci de couper votre micro pour pouvoir entendre correctement, pas avoir de bruit parasite lors de la conférence. Coupez votre caméra également pour avoir un débit plus correct, pour pouvoir voir correctement les slides qui vont défiler. Et vous pouvez bien sûr poser vos questions en utilisant le chat, donc avec l'outil chat symbolisé par la bulle. Vous pouvez soit poser les questions à l'intervenante, soit à moi-même, donc Florine Boule du Pôle européen de la céramique, soit à tous, qui sont visibles dans ce cas-là par tous les participants qui sont connectés aujourd'hui. Donc la thématique du jour, si ma slide est bien passée, voilà, c'est le procédé Cold Spray, donc de la projection thermique à la fabrication additive. Et c'est Fanny Gouraud, ingénieure du Citra, qui va nous montrer donc, quelles sont les possibilités, les applications de ce procédé Cold Spray. Donc Fanny, je vais te passer la main. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, merci Florine pour cette introduction et également de nous avoir invités à faire une présentation aujourd'hui. Donc, comme présenté par Florine, je suis Fanny Gouraud. Je travaille au Citra maintenant depuis 2 ans et je vais vous présenter le procédé Cold Spray et qu'est-ce qu'il peut apporter dans le domaine du traitement de surface, mais également de la fabrication additive. J'ai voulu cette présentation relativement pédagogique avec quelques rappels de principes du traitement de surface et de la projection thermique plus particulièrement. Également quelques points techniques sur le procédé Cold Spray, puis après nous verrons toutes les capacités qu'il est capable d'offrir. Donc pour commencer tout de même une petite présentation de la structure Citra. Donc le Citra est basé à Limoges, à Ester Technopole. C'est une structure sous forme associative qui a plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement industriel, le transfert de technologie, le conseil et l'innovation dans le secteur du traitement de surface. Depuis 2008, il est labellisé Centre de ressources technologiques et certifié ISO 9001. Donc, le Citra est le seul centre de transfert en France pluraliste dans le domaine du traitement et revêtement de surface. Nous couvrons 3 grandes catégories. Donc la voie sèche par le biais de la projection thermique et les dépôts sous vide, mais également la voie humide par tout ce qui est dépôts chimiques et électrolytiques. Pour cela, nous disposons d'un parc machine multiprocédé
dont une chaîne pilote voie humide, des cabines de projection de taille industrielle robotisées où nous disposons des procédés flamme, arc-fil, plasma, HVOF et cold spray. Nous disposons également d'un équipement PVD, PECVD. Et en complément de tout cela, on dispose d'une plateforme de caractérisation qui va concerner tout ce qui va être caractérisation de microstructures, de structures, de composition chimique des dépôts ou de massifs, de caractérisation des propriétés mécaniques, tribologiques et plein d'autres choses que je vous invite à découvrir par le biais de notre site internet. Actuellement, nous sommes une équipe de 13 personnes pour répondre aux problématiques rencontrées. Donc, nous avons 4 thématiques de R&D en ce moment. La première va concerner tout ce qui est procédé de traitement de surface à vocation tribologique afin d'améliorer les performances en usure et diminuer en frottement, excusez-moi, et diminuer l'usure. L'objectif est alors d'augmenter la durabilité du couple pièce-revêtement, permettant ainsi de diminuer les opérations de maintenance, améliorer les performances et réduire les quantités d'énergie consommées. La seconde activité va concerner tout ce qui est métaux purs, métaux nobles, pour des applications particulières, en proposant des revêtements de très haute pureté, particulièrement pour tout ce qui va toucher à l'électronique, la microélectronique ou le médical par exemple. Notre troisième activité concerne actuellement la fonctionnalisation par le biais de l'amélioration des surfaces, par exemple la diminution de la rugosité dans le cas des pièces de fabrication additive, et également la métallisation des polymères et composites afin de pouvoir coupler leur performance, donc le gain de poids lorsque c'est la création de pièces en composite ou polymère, avec les caractéristiques d'un matériau massif métallique par exemple. Et notre dernier sujet d'étude, qui est notre sujet de la présentation, ça concerne la fabrication additive par cold spray. Donc, nous essayons de développer un outil complétant l'offre actuelle sur le marché en fabrication additive métallique principalement. Donc, ça ne va pas forcément être la création de pièces, mais ça va pouvoir être de la réparation ou de l'ajout de fonctions. Donc, avant d'entamer le vif du sujet sur le procédé cold spray, j'ai voulu vous faire, pour certains, quelques rappels et aussi également pour introduire un peu le traitement de surface à des personnes qui ne sont pas familières à cela, suivant leur activité et leur poste. Donc, en voie sèche, dont fait partie la projection thermique, on peut en quelque sorte catégoriser le traitement de surface suivant les épaisseurs que l'on va traiter. Par exemple, si l'on prend une surface, on peut tout à fait simplement modifier la chimie de surface sur quelques microns, on va dire, par exemple par des traitements thermochimiques de diffusion. Après, on peut créer ce qu'on va appeler des films minces par des technologies sous vide, PVD, PECVD, où les épaisseurs de dépôt vont être de l'ordre de 100 nanos à 50 microns, voire dans certains cas 100, 150 microns. Dans le cas de la projection thermique, on va parler de dépôts épais. En effet, les dépôts vont être avec des épaisseurs comprises entre 20 microns à quelques millimètres. Et le procédé cold spray va quant à lui permettre de créer des dépôts de plusieurs dizaines de millimètres jusqu'à de la quasi mise en forme. Un petit souci. Donc, la projection thermique, c'est une famille de procédés de traitement de surface par voie sèche qui va permettre de réaliser des revêtements avec une grande gamme de matériaux, tels que des matériaux céramiques, par exemple des alumines, des zircones, des matériaux dits métalliques, donc tout ce qui va être métaux purs, mais également une grande gamme d'alliages métalliques, des polymères, par exemple le téflon, mais également des matériaux composites à matrice métallique, les cermettes. Donc, la projection thermique, ça désigne un procédé pour lequel des gouttelettes liquides, des particules semi-fondues ou solides, s'impactent sur un substrat, donc comme
Vous pouvez le voir ici, alors je ne sais pas si on voit ma souris, sur la petite bulle ici. Oui, on voit bien ta souris, hein, Fanny. D'accord. Pour former un dépôt dont la morphologie est caractérisée par un assemblage de splats. Ce revêtement et la construction du dépôt ne peut se produire que si seulement les particules accélérées peuvent se déformer, adhérer à la surface et s'imbriquer les unes avec les autres. Donc, dans le cas de la projection thermique, il existe deux variables très importantes qui vont être la température du jet et la vitesse des particules pour construire le dépôt. On peut classifier les différents procédés de projection thermique. Alors, donc là, je vous ai classifié en fonction des technologies que nous avons au CITRA, en fonction de leur source d'énergie mise en jeu, justement, pour construire le dépôt. Donc, il y a la source d'énergie sous forme de combustion, donc dans le procédé flamme ou le procédé HVOF, une décharge électrique pour le procédé arc-fil ou plasma, et dans le cas du procédé cold spray, ce sera une densité de quantité de mouvement. Donc, comme dit tout à l'heure, deux paramètres importants dans la projection thermique, la température des particules et la vitesse des particules pour construire le dépôt et obtenir des caractéristiques satisfaisantes. Donc, comme vous pouvez le voir, les températures des particules sont différentes suivant le procédé. Donc, on a les procédés où les particules sont relativement chaudes, élevées, mais avec des vitesses relativement faibles, donc pour le procédé arc-fil et flamme. Le procédé plasma présente des particules avec des vitesses plus élevées, mais surtout une température très élevée qui va permettre justement de pouvoir fondre des matériaux très réfractaires, tels que les céramiques, et ainsi construire des dépôts. Le procédé HVOF, lui, quant à lui, présente des températures assez élevées, donc qui va permettre quand même tout de même de projeter une grande gamme de matériaux, et avec des vitesses beaucoup plus importantes. Donc dans l'ensemble de ces quatre procédés, la construction du dépôt est liée à l'énergie thermique plus l'énergie cinétique. Alors que le procédé cold spray, comme son nom l'indique, la construction du dépôt va essentiellement être liée à l'énergie cinétique des particules. En effet, les particules en sortie de bus sont aux alentours de la centaine de degrés, mais elles vont présenter des vitesses très importantes qui vont permettre alors de pouvoir accrocher au substrat et de construire un dépôt. Donc là, j'ai choisi un peu de vous mettre en opposition deux procédés, l'un arc-fil, où la température des particules est relativement élevée, et le procédé cold spray, qui présente une température très faible des particules, mais une vitesse très élevée. Donc, j'ai choisi de vous l'illustrer avec le cas d'une étude réalisée au CITRA avec l'acier inoxydable 316L. Donc, ce matériau est très couramment employé dans l'industrie. Il présente une température de fusion aux alentours de 1400-1500 degrés. Donc, par le procédé arc-fil, on va venir le fondre, alors que dans le procédé cold spray, les particules vont rester à leur état solide. Ce que vous pouvez voir, c'est justement sur la microstructure de ce dépôt, où ici, vous voyez l'écrasement des splats, avec la présence d'un fondu, des oxydes et des porosités, qui n'est pas présente dans la construction du dépôt par procédé cold spray. De ce fait, les propriétés finales du dépôt vont être différentes. Par exemple, étant donné que l'on vient chauffer l'acier inoxydable par le procédé arc-fil, l'oxydation sera supérieure. Donc, on est aux alentours de 2%, alors qu'en procédé cold spray, elle est quasiment inexistante. De même, le taux de porosité est plus important pour le procédé arc-fil. Donc, je vais vous remettre en route les petites vidéos des deux procédés. Donc, le procédé cold spray, comme c'est un procédé à froid, on ne peut rien visualiser à l'œil nu, il n'y a pas d'émission, les particules ne sont pas émissives, contrairement au procédé cold spray, au procédé arc-fil. Cependant, vous pouvez voir la taille du jet est très importante dans le procédé arc-fil, alors qu'en procédé cold spray, elle va être très faible. La taille d'impact sur le substrat est aux alentours de 5 mm, ce qui va être favorable lorsqu'on va vouloir justement ajouter des fonctions à des pièces
pour de la fabrication additive sans avoir nécessité de masquer. Donc, maintenant, un peu plus dans le concret. Donc, le procédé cold spray, c'est un procédé tout jeune. Il a été inventé et développé à la fin des années 1980 à l'Institut de mécanique théorique et appliquée en Russie. Et comme son nom l'indique, c'est une technologie permettant la projection de particules dans leur état solide à grande vitesse sur un substrat. Donc, de ce procédé, il y a deux technos. Le cold spray dit haute pression et le cold spray dit basse pression. Donc, dans le cas du cold spray haute pression, un gaz comprimé va circuler à travers un élément chauffant afin de l'accélérer encore plus. Et une certaine partie de ce gaz va servir à amener la poudre dans la buse. Dans le cas du cold spray basse pression, de fonctionnement plus simpliste, on va dire, on va utiliser un système pour comprimer de l'air, donc type un compresseur. Cet air comprimé va être chauffé, mais l'injection de poudre se fera dans une partie différente de la buse, pratiquement en sortie. Donc, ça aura son importance et on va le voir de suite. Donc, pour entrer plus en détail dans ces deux technos, je vous ai fait un petit comparatif sur le cold spray haute pression dont nous disposons, qui est fourni par la société Impact Innovation, et le cold spray basse pression que nous avons eu l'occasion de tester en interne, mais dont nous ne disposons pas actuellement. Donc, le cold spray haute pression est constitué d'un pistolet de projection sur lequel est montée une buse de Laval en sortie, d'un système de distribution de poudre, d'un système de refroidissement, une partie de contrôle pour régler les paramètres et de son armoire de contrôle. Le cold spray basse pression, en fait, c'est très pratique parce que c'est un équipement mobile qui pèse une vingtaine de kilos et qui aura son importance pour certaines applications. Donc, le cold spray haute pression fonctionne avec le flux gazeux avec de l'azote ou de l'hélium. D'un point de vue cool, l'azote c'est préférentiel, alors que le basse pression fonctionne avec de l'air, un réseau d'air comprimé ou un compresseur à air. Les pressions mises en jeu en haute pression sont de l'ordre de 10 à 50 bars, maximum c'est 50 bars, alors qu'en basse pression, on sera plutôt aux alentours de 6-10 bars en termes d'utilisation. Ce gaz va être chauffé pour le haute pression de la température ambiante à 1100 degrés, donc c'est le flux gazeux qui est chauffé, ce n'est pas la température des particules, alors qu'avec le basse pression, le gaz sera chauffé maximum à 600 degrés, peut-être un peu plus suivant les modèles et les fournisseurs. Le cold spray haute pression a également un autre avantage, c'est son taux de déposition. Il est possible de déposer entre 5 et 15 kg de matière par heure, alors qu'il est beaucoup plus faible en basse pression, au maximum 3 kg. Et le point important pour construire les dépôts, c'est la vitesse des particules. En cold spray, les particules à haute pression atteignent 1400 mètres par seconde à peu près, alors qu'elle est plutôt aux alentours de 600. Donc, qu'est-ce qui permet d'atteindre une vitesse aussi importante? C'est la buse en sortie du pistolet de projection. Donc, c'est une buse de Laval qui est, donc c'est ce que vous pouvez voir ici ou ici. Donc, en fait, c'est constitué d'une section convergente et divergente et c'est justement cette géométrie qui va permettre d'accélérer les particules. Dans le haute pression, l'injection de poudre se fait dans la section convergente. Et le passage de la section convergente à divergente va permettre d'accélérer les particules avec un nombre de Mach largement supérieur à 1. Alors que dans la technologie basse pression, l'injection de poudre se fait en partie divergente, ce qui ne permet pas de gagner des vitesses aussi importantes, d'où des vitesses de particules de l'ordre de 600 mètres par seconde. Donc, une fois que les particules traversent la buse et viennent en rencontre du substrat, vous avez l'illustration de la construction du dépôt. Donc, pour construire le dépôt, le paramètre important, c'est la vitesse des particules. Et il faut que ces particules,
atteignent une certaine vitesse pour pouvoir justement s'impacter et accrocher au substrat. On parle de vitesse critique. Donc la vitesse critique est dépendante du choix du matériau que l'on va projeter. Cependant, il ne faut pas non plus dépasser une certaine vitesse, dite vitesse d'érosion, parce qu'au lieu de construire le dépôt, on va le déconstruire en quelque sorte. Donc il existe, en procédé Cosprey, une fenêtre de déposition où les particules doivent atteindre une certaine vitesse pour permettre cette construction. Ce dépôt pour avoir une microstructure légèrement différente suivant la technologie. Les vitesses en colle spray basse pression ne sont pas aussi importantes et il est souvent possible que sur les dernières couches du dépôt, donc c'est l'illustration en bas, il y ait une porosité plus importante. En fait, la vitesse n'étant pas assez importante, les particules se déforment moins, donc les dernières couches sont souvent poreuses, ce qui n'est pas forcément problématique suivant l'application désirée. Alors qu'en haute pression, l'ensemble du dépôt est très dense. Trop loin. Donc maintenant, d'un point de vue général, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec le procédé cold spray haute ou basse pression? Il est possible d'agir sur les propriétés mécaniques ou tribologiques, donc pour tout ce qui va être propriété d'usure, du rechargement par exemple ou de la réparation de pièces qui va se faire suivant les cas avec plutôt le modèle basse pression, des dépôts pour de l'anti-adhésion. On peut également travailler sur les propriétés d'anti-corrosion, pour des composants de l'aéronautique, le remplacement du chrome dur, qui est toujours un sujet d'actualité, par le biais de dépôts de cermètres. On peut également faire de la protection de soudure, on peut travailler sur les propriétés thermiques électriques par des dépôts de cuivre ou d'aluminium. Également dans le domaine médical, biocompatibilité, bactéricides, par exemple des dépôts de cuivre pour le domaine hospitalier ou pour la biocompatibilité, tout ce qui va être dépôt d'HAP. Et également dans d'autres domaines, tout ce qui va être l'art, la décoration ou la réparation de pièces à forte valeur ajoutée, donc tels les alliages légers très utilisés dans les domaines automobiles, aéronautiques. Donc maintenant, j'ai voulu un peu vous illustrer quand même les capacités, qu'est-ce qu'il était possible de faire suivant les technologies. Donc le cold spray basse pression, c'est une technique qui peut permettre d'appliquer, qui peut être appliquée à différents matériaux, des métaux, des verres, des céramiques, également des plastiques et des composites. Et il va être possible de projeter une certaine gamme de matériaux, donc plutôt des métaux ou alliages métalliques assez ductiles, parce que les vitesses ne sont pas assez importantes, sinon donc de l'aluminium, du zinc, du cuivre, de l'étain, du nickel, la combinaison de tous ces matériaux, du bronze, du laiton, mais également des composites métal céramique. Donc, voici quelques cas d'illustration. Donc ici, c'est pour remplacer un procédé de galvanisation, donc c'est de la protection de soudure. Donc ça peut avoir son intérêt, comme c'est un équipement léger, mobile, sur les plateformes pétrolières, lorsqu'il y a des soudures qui sont faites. On peut agir en direct dans des zones difficiles d'accès par des procédés classiques. Donc pour faire une couche protectrice de zinc. De même, le procédé facile d'utilisation permet, comme vous pouvez le voir ici, la réparation d'un moule de fonderie. On peut l'utiliser dans le milieu décoratif, donc vous avez un dépôt de cuivre sur du verre. Également ici, la réparation d'une statue dans un parc en Angleterre. Donc il y avait ici une corrosion, donc il y a eu un rechargement. Donc bien sûr, il faut une étape de polissage par la suite et puis après pour la statue du patinage. Au Citra, avec l'équipement basse pression, nous avons réalisé un dépôt sur du pic ici, en bas, un dépôt de cuivre, mais également sur des matériaux céramiques de type alumine, mais également SiC. Donc en plus des métaux purs ou alliages métalliques, il est possible en fait de projeter des composites céramique, métal. Donc en fait, ici, j'ai pris le cas d'une étude où c'est la projection d'un alliage d'aluminium sur un substrat en aluminium. Donc comme vous pouvez le voir, sur la première photographie MEB,
c'est l'observation de la surface du dépôt d'aluminium pur sur un substrat en aluminium. Et on voit bien que la dernière couche, ben en fait, les grains ne se sont pas déformés, ils conservent leur forme sphérique. Alors que quand on vient ajouter un peu de céramique, donc qui est de l'alumine dans ce cas-là, on n'a plus cet aspect granulaire en surface. En fait, ça permet de densifier la couche de fait de la dureté du matériau céramique. Donc en fait, souvent, ces composites sont utilisés pour avoir l'avantage, par exemple, pour de la corrosion du matériau métallique, mais gagner en dureté par l'apport d'un matériau céramique. Dans le cas du haute pression, cette technique est particulièrement adaptée pour faire des revêtements, on va dire, sur des métaux. Et un travail actuel est fait pour faire de la projection sur des matériaux céramiques et des plastiques. Alors, la gamme de matériaux que l'on peut par contre projeter pour créer des revêtements ou des formes est très important. Donc, nous avons tout ce qui est matériaux très ductiles, alliage léger, cuivre, aluminium, zinc, magnésium, les super alliages de nickel, le titane et ses alliages, les aciers, des cermettes, des M-cralides, des alliages de cobalt, les stellites, mais également des composites carbure de tungstène cuivre, AL, Al2O3, également des matériaux céramiques. Donc le CITRA ne travaille pas sur la projection de matériaux céramiques, c'est plutôt le laboratoire IRCER pour ce côté-là. Et on peut également projeter des verres métalliques. Enfin, une grande gamme de matériaux projetables. Donc voici quelques cas d'exemples réalisés au CITRA. Donc un dépôt de cuivre, un dépôt d'inox 316L, un dépôt de cermètre ou un alliage d'aluminium de la série 7000. Donc ce que j'ai voulu surtout mettre en évidence, c'est la microstructure de ces dépôts très denses, avec une très bonne adhérence, comme vous pouvez le voir ici, au substrat. On suit parfaitement la topologie de surface du substrat. Donc je reviens maintenant sur mon premier exemple d'illustration avec le cas de l'inox 316L et j'ai voulu vous montrer maintenant le comparatif global de la projection cold spray avec les autres procédés de projection thermique. Donc ici, entre ceux qui sont thermiques et cinétiques et le cold spray qui est lié simplement à l'énergie cinétique des particules. Donc vous pouvez voir ici les microstructures très différentes. Donc cela va forcément jouer sur les propriétés finales du matériau. Donc lorsqu'on réalise un dépôt d'inox 316L par cold spray, la dureté est très élevée, comme dans le cas d'un dépôt HVOF, ce qui n'est pas forcément favorable à l'application visée. Cependant, la teneur en oxygène, donc comme on reste à froid, il n'y a pas d'oxydation et la porosité est extrêmement faible. Le dépôt est très dense, alors que souvent, le dépôt plasma ou le dépôt arc-fil, la porosité est beaucoup plus importante. Cependant, ce n'est pas forcément le cold spray qui va répondre à l'application voulue. Il faut voir en fonction de l'application et des propriétés recherchées quel est le procédé qu'il faut utiliser. Donc bien sûr, le cold spray n'a pas que des avantages, il a également des limites. Donc je préfère commencer par les limites pour que vous gardiez en mémoire les avantages. Aujourd'hui, en cold spray haute pression et même basse pression, il est tout de même très difficile de travailler et de réaliser des revêtements sur des substrats composites. Donc je parle plutôt des composites FRP, matrice époxy renforcée de fibres de verre ou fibres de carbone. En fait, l'impact des particules va fragiliser ce matériau composite et peut amener à de l'érosion. Il est également très difficile de projeter des matériaux céramiques purs. Donc un travail est actuellement fait par exemple au laboratoire IRCER ou même dans d'autres laboratoires, mais ce n'est pas si simple que ça. Comme pour tout procédé, c'est l'approvisionnement en matières premières. Les poudres adaptées sont rares. Il faut une certaine granulométrie, une coulabilité, et on ne trouve pas forcément sur le marché tout ce que l'on désire. Et le point tout de même très négatif, c'est un procédé bien sûr qui travaille avec du gaz pour pouvoir accélérer les particules et il en consomme énormément.
Donc, on a des débits de l'ordre de 80 à 150 mètres cubes heure. Donc, pour que vous ayez une représentation, une bouteille de gaz taille normale, celle que l'on rencontre dans les laboratoires qui font 1,60 m de haut, c'est un volume de 10 mètres cubes. Donc, là, on est 10 à 15 fois plus élevé. Bon, par contre, il a beaucoup d'avantages, ce procédé. Donc, comme on est à froid, on n'a pas de fusion de matériaux. Donc, ce qui peut être intéressant si on ne veut pas modifier le matériau que l'on veut déposer, mais également, on ne va pas avoir d'impact sur le substrat que l'on va traiter. Du fait qu'on ne rentre pas en fusion, qu'il y a peu de sources de chaleur, on a une très faible oxydation, ce qui va permettre d'avoir des propriétés de conductivité thermique et électrique très intéressantes, également pour la résistance à la corrosion, et cela, c'est lié également à la faible porosité des dépôts construits. Bien entendu, la construction d'un dépôt entraîne des contraintes résiduelles, mais en procédé cold spray sont plutôt de compression, ce qui est moins néfaste que des contraintes résiduelles en traction. Donc, on va pouvoir justement faire des dépôts épais, arriver sur le domaine de la fabrication additive, et également une tenue en fatigue plus importante, pas de risque de microfissuration du dépôt. Des dépôts de haute dureté qui présentent une forte adhésion à leur substrat. Et c'est également un procédé que l'on peut classer dans procédé vert, technologie verte, entre guillemets, bien sûr. On travaille avec un gaz neutre, donc dans le basse pression, de l'air comprimé, de l'azote, dans le haute pression. Les particules restent à leur état solide, il n'y a pas d'émission de fumée nocive. Et de plus, cette techno permet de réparer des pièces, donc réparer potentiellement des rebuts. Et donc, d'un point de vue environnemental, ce qui peut être très bien. Donc maintenant, on va un peu voir justement ce qu'il est possible de faire en termes de fabrication additive métallique, car nous travaillons particulièrement sur ça au Citra. Donc je pense que la plupart des personnes savent quelles sont les principales technologies ou principaux procédés de la fabrication additive métallique. Actuellement, c'est la projection de liant, le dépôt de matière sous énergie concentrée et également la fusion sur lit de poudre. On peut également rajouter le cold spray. Donc le cold spray présente une très grande productivité. On peut faire du multimatériau, travailler sur des pièces de grande dimension, du rechargement de pièces. Cependant, par rapport à certains procédés, on n'aura pas une précision dimensionnelle équivalente parce qu'on est dépendant de la buse de projection. Donc en fusion sur lit de poudre ou projection de liant, on peut créer des lattices avec des épaisseurs de parois très faibles, ce qui ne sera pas forcément le cas en procédé cold spray. Comme tout procédé, on aura également besoin de post-traitement thermique à la fin de la création de la pièce. Donc, comment on passe d'un procédé de projection thermique à la fabrication additive? Donc, en fait, sur un substrat, que ce soit en rotation, une surface plane, on va venir ajouter de la matière en très forte épaisseur. Pardon. Donc, ici, vous avez une réalisation Citra. Et en fait, on va venir enlever le support pour obtenir la forme finale désirée. Donc ici, par exemple, le cas de la formation d'une spire en cuivre. Donc elle fait à peu près là 15 cm de haut et une épaisseur en termes d'épaisseur de spire, 1 à 2 cm. Donc là, c'est des illustrations sur des formes, des géométries relativement simples. Mais certains laboratoires ou équipementiers ont réalisé tout de même des formes complexes en faisant de l'optimisation topologique. Ils ont construit des supports adaptés pour créer par procédé cold spray ce petit cavalier. Donc on le voit ici en dessin, CAO. Ici avant étape de finition, telle que souvent du traitement thermique et une partie d'usinage. Mais il est également possible de créer des formes complexes avec, par exemple, la création de canaux internes. Donc, c'est une pièce en inox où, comme on peut faire du multimatériau, ils ont réussi également à créer une structure close avec des canaux de refroidissement, par exemple. Donc, pour conclure,
pense qu'on est dans les temps. Donc, le procédé cold spray, comme toutes les technologies de projection thermique, présente une complémentarité aux technologies de fabrication additive travaillant dans le domaine du traitement de surface. Pour nous, il est important de ne pas opposer ces technologies, mais de savoir les marier selon les besoins. Les procédés de fabrication additive, souvent, on a l'effet marche d'escalier. Donc, les procédés de projection thermique peuvent améliorer l'état de surface en venant combler les manques. Selon les dimensions de la pièce, la fabrication additive n'est pas forcément la solution à tout. La rentabilité de la projection thermique, par exemple sur des pièces d'ébauche, peut être supérieure en raison du débit matière. Dans tous les cas, dans le cas de la fabrication additive ou de la fonctionnalisation de pièces par projection thermique, des post-traitements souvent thermiques sont nécessaires. Et pour nous, le point important, c'est qu'il y a une zone de convergence en fait dans les métiers, tout ce qui va être partie conception robotique pour création de la pièce, parce qu'en projection thermique, il faut quand même que la buse de projection soit orientée à la normale en fait du substrat d'accroche. Donc, ce qui peut être aussi très compliqué quand on veut concevoir des pièces avec des formes plus complexes. Écoutez, je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez, ou tout du moins, si je ne sais pas forcément répondre, j'essaierai au mieux. Et puis, si vous avez des questions ou envie de nous connaître un peu plus, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.